Bon, est-ce que vous êtes prêts à vous accrocher un petit peu? Salutations distingués les gens, aujourd'hui on va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire de parler de relativité générale, les astres, l'espace, etc. pour s'attaquer à un petit peu de physique quantique. En effet, comme vous le savez, aujourd'hui on a deux grands piliers de la physique théorique, la relativité générale et la physique quantique. Malheureusement, ces deux théories ne sont pas compatibles entre elles. C'est d'ailleurs plus ou moins le but, si tant est qu'il en est un, de la science, d'unir les deux pour avoir une seule théorie qui unifie l'univers et les événements de l'univers. C'est évidemment un défi majeur parce que, comme on l'a vu, la relativité générale qui s'intéresse aux astres, à l'immensité, et la physique quantique qui s'intéresse aux tout petits, eh bien en réalité, unifier les deux, faut s'accrocher. Et oui, parce qu'il y a une infinité d'éléments qui nous empêchent d'unifier les lois relatives avec les lois quantiques. On peut prendre un exemple notamment de ce que j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, qui est l'espace-temps. On a vu ensemble que la gravitation, la gravité, c'était en réalité pas tellement une force, mais c'était une déformation de l'espace-temps qui était liée à la masse. Alors bien sûr, quand on dit masse, on parle aussi d'énergie, parce que je ne vais pas vous rappeler la sempiternelle équation E égale mc2, donc énergie égale masse fois célérité au carré, qu'on peut aussi transformer de la sorte, avec m égale E sur c carré. Donc là, à ce moment-là, c'est l'énergie qui devient une composante de la masse. Donc masse est composante d'énergie, énergie est composante de masse. Donc on peut aussi dire que l'espace-temps, c'est aussi en fonction de l'énergie. Donc voilà, ça dépend dans quel sens on prend l'équation. Le fait est que, dans le quantique, c'est pas encore clair. On ne sait pas exactement comment fonctionne précisément ce phénomène de la gravitation quantique. On a plein de théories, comme par exemple les gravitons. On pense qu'il y a des particules qui permettent de créer la gravitation à l'échelle quantique. Mais tu vois, par exemple, ces particules, on ne les a ni observées, ni théoriquement, on n'est pas sûr. Donc, c'est encore un peu flou. Bref, on va parler du chat de Schrödinger. Je voulais faire une petite introduction sur la comparaison quantique et loi relative. Avec le chat de Schrödinger, Schrödinger voulait nous montrer qu'en observant des particules, on les perturbe. On n'a pas les moyens pour mesurer un monde aussi petit. C'est comme utiliser un tyrannosaure pour aller retirer une épingle au fond d'une meule de foin. Donc venons-en à l'expérience. Le chat de Schrödinger, c'est tout simple, c'est tout bête. Elle se décrit comme telle. On met un chat dans une boîte, dans une caisse fermée, et dedans, on met un mécanisme pour le tuer. Jusque-là, pas de problème. Ce mécanisme conçu pour le tuer n'a qu'une chance sur deux de s'enclencher durant 1 minute. C'est-à-dire que le chat est dans la caisse, il y a le mécanisme avec lui dans la caisse est fermée, on voit rien. Et ce mécanisme, il va faire un tic-tac, tic-tac, tic-tac pendant 1 minute. Et pendant cette minute-là, il y a une chance sur deux pour qu'il se déclenche et qu'il tue le chat. Bon. Donc Schrödinger, il est devant sa caisse, etc. Imaginons qu'on a Schrödinger devant sa caisse. Il voit la caisse, la minute est passée, terminée. Donc là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la caisse, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, etc. Et bien là, mathématiquement pour les particules, on dit que le chat est mort et vivant. Notez bien que j'ai dit et, j'ai pas dit ou, j'ai dit et. Et où est donc? Alors bien sûr, ça n'a aucun sens de dire que le chat est mort et vivant. En réalité, le chat est soit mort, soit vivant. Mais si on s'accorde un instant le blasphème de dire que le chat est une particule, donc qu'il appartient au monde de la physique quantique, eh bien à ce moment-là, c'est cohérent. On peut dire que le chat est mort et vivant. Et ça pour une seule raison. C'est qu'il est enfermé dans la caisse. On ne voit pas à l'intérieur de la caisse. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et pour être plus précis et vraiment fondamental, on ne l'observe pas. Comme on n'observe pas le chat, eh bien dans le monde de la physique quantique, on dit que le chat est mort et vivant. Uniquement parce qu'on ne l'observe pas. Alors en fait, Schrödinger, avec cette image, il veut un peu se foutre de la gueule des théories quantiques. Je pense qu'il les respectait beaucoup, mais il a, transposé ça au monde classique pour montrer à quel point c'était what the fuck. Donc c'est une petite crotte de nez jetée au visage de la physique quantique.
pour Schrödinger. C'est un troll, si tu veux. Mais c'est un troll qui vulgarise énormément, mais vulgarise quand même un phénomène dont on va parler maintenant, la superposition quantique. Alors, c'est un phénomène extrêmement dangereux à expliquer parce que on ne peut pas le comprendre. Donc je vais essayer de faire comme je peux, mais c'est un défi. Donc pour parler de ce phénomène de superposition quantique, qui est donc un phénomène qui appartient à la mécanique quantique, eh bien pour y arriver petit à petit, on va d'abord parler de mécanique classique. Ne t'enfuis pas, la mécanique classique, c'est simplement ce qu'on voit tous les jours. C'est le monde dans lequel tu évolues, c'est une voiture, un arbre, c'est ça la mécanique classique, c'est juste le classique en fait, ce qu'on voit tous les jours. Mécanique classique, c'est ce qu'on peut observer, disons, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Maintenant, on va définir l'état en mécanique classique. Ne t'enfuis toujours pas, c'est tout bête, l'état en mécanique classique, c'est je prends ce stylo, bon bah son état, c'est voilà le nombre de particules qu'il a, sa masse, sa sensibilité à la gravité. C'est ça en gros. Donc par exemple, si tu observes des phénomènes de la vie de tous les jours, comme une noix de coco qui tombe, un train qui va très très vite, ou ta grand-mère qui tombe du haut d'un phare, tu vas pouvoir, pour ta grand-mère par exemple, déterminer précisément son état physique. Et du coup, l'évolution dans sa chute. Son état physique, ce sera par exemple sa masse, sa vitesse de chute, la gravité qui l'attire, les frottements de l'air, tout ce qu'on peut imaginer avec ça. Donc son état à elle, qui va nous intéresser ici, parce que là on va étudier un mouvement. Donc l'état, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la question du mouvement. Donc son état qui va nous intéresser, ça va être essentiellement sa vitesse et sa masse. Parce que c'est ça l'avantage de la mécanique classique, c'est que on va pouvoir négliger plein de choses. On va pouvoir négliger la gravité, par exemple, et les forces de frottement, par exemple. Parce que durant la chute de ta grand-mère, la gravité sera constante. Les forces de frottement de l'air aussi, parce que même si la chute elle est un peu importante, en réalité à l'échelle terrestre elle ne sera pas énorme la chute. Donc il n'y aura pas une énorme évolution de la concentration des particules de l'air et il n'y aura pas non plus une énorme évolution des différenciations de gravité. Donc on va considérer que c'est deux constantes. On va considérer que les frottements de l'air ça va être constant et que la gravité qui s'exerce sur elle sera constante aussi. Donc on peut les mettre de côté. Ce qui nous intéresse pour l'évolution d'une trajectoire, c'est tout ce qui peut potentiellement la modifier. C'est à ça qu'on va s'intéresser. Donc les constantes, on peut plus ou moins les mettre de côté. On sait qu'il y a leur application, mais on n'a plus besoin de les observer ou de se concentrer dessus parce que ce sera la même. En mécanique quantique, le tout petit, c'est différent. Très différent. Parce que tu imagines bien, vu l'état infiniment microscopique de ce qu'on observe, le moindre pet de fouf, ça te fait une déclaration nucléaire à tout le système que tu es en train d'analyser. Donc rien de négligeable en physique quantique. Tiens d'ailleurs, vous voulez que je vous mindfuck sur le à quel point rien n'est négligeable en physique quantique? Eh bien en physique quantique, le simple fait d'observer perturbe tout. Attention, quand je te dis le simple fait d'observer, c'est pas juste de mettre ta grosse tête qui va déplacer de l'air, etc. Non, 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 non. Je parle vraiment d'uniquement le fait d'observer, le fait d'avoir vu sur la chose. Ça va tout faire péter. Et là, ce que je te dis, c'est pas juste pour te mindfucker, c'est au cœur de ce qu'on est en train d'analyser. Ça va être la problématique principale. Et tu vas faire tous les liens avec le chat de Schrödinger. Donc retiens bien, le simple fait d'observer fout tout en l'air dans le système de ce que tu es en train d'analyser, en physique quantique. Donc ta grand-mère, pendant sa chute libre, toi, t'es pas obligé de l'observer pour savoir où elle va atterrir, dans quel état elle va atterrir, non. Si tu as toutes ces données d'état physique, tu pourras le déterminer, tout simplement. Mais en mécanique quantique, tu es obligé d'observer pour savoir où est une particule. Tu es obligé. Alors que ta grand-mère, si finalement tu as décidé de l'observer pendant sa chute libre, eh ben, tu trouveras exactement la même conclusion que ce que tu avais prédit. Ça va finir exactement comme tu l'avais calculé grâce à toutes tes données physiques, si tu décides de l'observer. Et si tu décides de ne pas l'observer, pareil, tu auras déterminé précisément sa position finale.
Tu n'auras ni besoin de l'observer ni de pas l'observer, tu le sauras. Ça ne changera rien de l'observer ou de pas l'observer. Mais en physique quantique, si tu décides d'observer ton expérimentation, parce que tu es obligé de l'observer pour savoir où elle est, eh ben tu vas tout foutre en l'air. Le fait de l'observer change tout. Donc tu ne peux absolument pas savoir à l'avance ce que tu vas observer en physique quantique. Évidemment, juste pour reposer ce qui change, l'état, comme on l'a vu en mécanique classique, c'était tout ce qu'on a dit, la masse, la vitesse, etc. Alors que l'état en physique quantique, ça va être ça aussi, plus associé à ça la charge, etc. Voilà, juste pour poser les termes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mathématiquement, en physique quantique, le fait de vouloir connaître la position d'une particule sans qu'on l'observe, ça n'a aucun sens. Et là, je ne suis pas en train d'utiliser une exagération. Ça n'a littéralement aucun sens. Alors, honnêtement, ne vous triturez pas trop l'esprit avec la phrase que je viens de dire, parce que même les physiciens ne se posent pas la question. Personne a fondamentalement compris la philosophie de ce que je viens de vous dire. Parce qu'il faut bien la comprendre. Quand je dis que vouloir connaître la position d'une particule sans l'observer, ça n'a aucun sens, c'est littéral. C'est un non-sens. Ça n'a aucun sens. Et il faut bien comprendre que personne, encore aujourd'hui, ne sait vraiment expliquer fondamentalement la philosophie de ce que je viens de dire. Mais moi, je vais quand même essayer de vous l'expliquer. On va essayer de prendre une image qui, évidemment, ce sera la pire approximation du monde, mais on va essayer de visualiser. Par exemple, toi qui me regardes, si tu as une peau lisse, d'ailleurs je te le dis, tu as la peau lisse. La peau lisse. Maintenant, imagine, je suis dans le coin, je suis loin de toi, je te vois de loin. Je vais me dire, tiens, il a la peau lisse. Ok. Si je me rapproche, moyenne distance, je vais me dire, tiens, il a toujours la peau lisse. Si je me rapproche même de très près, je vais me dire, il a la peau lisse. Maintenant, si je sors mon télescope ELT expérimental et que je me rapproche à 3 mm de ta face, je vais me rendre compte que tu as plus de cratères que sur la surface lunaire. Donc, dire que tu as la peau lisse n'a aucun sens. Maintenant, toi le matin quand tu vas au taf, les gens te disent rarement bonjour en plaquant un télescope sur la gueule. Donc si derrière moi je me ramène et que je leur dis que tu as la peau dévastée, tout le monde va dire que je dis n'importe quoi. Et ils auront pas tort. Eh bien c'est exactement ça. Tout dépend du référentiel. En fonction de la manière avec laquelle je te regarde, tu n'as pas le même état. Tu peux à la fois avoir la peau lisse et la peau poreuse. Et bien là, avec ce qu'on essaye de voir en physique quantique, c'est pas du tout pareil, mais on va dire que si. Le fait que tu as la peau lisse a du sens lorsque je t'observe naturellement, mais n'a pas de sens si je t'observe précisément. Eh bien, en mécanique quantique et avec ce qu'on est en train de voir, ça y ressemble. La position d'une particule n'a du sens que si je l'observe. Si personne ne l'observe, la position d'une particule n'a pas de sens. Alors oui, je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit ait fondamentalement compris le phénomène grâce à mon exemple. Déjà parce que personne n'a jamais compris fondamentalement ce phénomène. Mais j'espère avoir transformé le brouillard en brume épaisse. C'est-à-dire que fondamentalement, vous n'avez rien compris, mais que bizarrement, vous avez l'impression de voir à peu près l'idée. Le problème, c'est que je pense que ça ne peut pas être expliqué beaucoup mieux que ça. Parce que les physiciens eux-mêmes ne comprennent pas la philosophie du truc. C'est de l'acquis. C'est ok, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, on fera avec. Pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien tout simplement pour revenir au sujet de base, la superposition quantique. Et vous allez voir qu'en réalité, là, on a déjà en gros tout vu. Mathématiquement, on exprime une particule non observée dans tous les états à plusieurs endroits au même moment. Ce qui n'est pas possible. Il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire en réalité, la particule, elle est quelque part. À un endroit, un seul, précis. Mais mathématiquement, elle est à plusieurs endroits en même temps. Et je ne peux pas vous dire que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas faux. Parce que je vais vous dire quelque chose. Cette équation mathématique, c'est probablement la plus précise des équations qu'on ait. C'est-à-dire que la précision des résultats de cette équation, c'est du jamais vu. C'est une précision extrême.
C'est un des outils les plus précis qu'on ait en maths. Alors qu'on part de quelque chose qui est ambigu avec la réalité. Je peux pas vous dire que les maths, laissez tomber, c'est leur délire. La réalité, c'est ça. Non. Les deux sont vrais. Mathématiquement, la particule est à plusieurs endroits au même moment. Mais en réalité, elle n'est qu'à un endroit à ce moment-là. D'ailleurs même, on dit qu'une particule est à plusieurs endroits au même moment. Pour être plus précis, elle est dans tous les états au même moment. C'est-à-dire que dans son champ d'action, sans qu'on l'observe, elle est aussi dans tous les états. Là, on parle de charge et de propriétés physiques. Elle serait dans tous les états, mathématiquement. Voilà le phénomène de superposition quantique. Je pense que vous voyez maintenant la vulgarisation qui a été faite avec le chat de Schrödinger. Quand on dit que le chat est à la fois vivant et mort, tant qu'on ne l'a pas observé. Une toute petite dernière notion, et après, promis, j'arrête. Lorsqu'on a énormément expérimenté sur une particule, on peut alors déterminer qu'elle a, par exemple, 90% de chances d'être sur le point A et 10% de chances d'être sur le point B. Parce qu'on a observé son comportement à maintes et maintes reprises. Donc là, on peut faire des probabilités de son positionnement. Encore une fois, on ne pourra jamais dire précisément où elle sera tant qu'on ne l'observe pas. Jamais. Mais on peut émettre des probabilités sur son positionnement. 90% sur le point A, 10% sur le point B. Sauf que mathématiquement, on dira la particule est à 90% sur le point A et à 10% sur le point B. Mathématiquement, on dira ça. On ne dira pas chance. On ne dira pas 90% de chance d'être là et 10% de chance d'être là. Non. On dira elle est 90% là, 10% là. Donc une fois qu'on aura réalisé moultes observations de cette particule, ce qui nous aura permis de déterminer énormément de positions sur lesquelles elle est susceptible de se retrouver, tout en y associant les probabilités pour chaque position que la particule s'y retrouve, on décrit alors la particule comme une onde. On parle alors de dualité onde-corpuscule. Dites-vous bien que le phénomène qu'on vient de voir ensemble, et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est littéralement, ce phénomène dépasse notre compréhension. Du coup, si à la fin de la vidéo, vous vous dites « Ah bah trop cool, j'ai 100% compris », bah j'ai raté mon boulot. Non, vous n'avez pas compris. Pas complètement, pas à 100%. Si vous avez tout compris, remettez-vous en question. Merci à tous les gens, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est grand. Je n'ai rien à vous offrir. Enfin si, techniquement, j'ai des trucs à vous offrir. C'est plus que j'ai pas envie de vous les offrir. C'est plus de cette manière qu'il faut voir le... Mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle aura peut-être éveillé votre curiosité. Et dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de refaire d'autres vidéos aussi sur la physique quantique. En attendant les gens, je vous dis à très bientôt.